quand il est arrêté, il n'est pas notifié du motif de son arrestation. Ça, c'est déjà une violation. L'article 11 de la Constitution est clair là-dessus. Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation, ce qui n'a pas été le cas. Donc, pour nous, c'est un enlèvement. On arrête M. Otansila ici. Ses parents ne sont pas au courant. Il se rend au commissariat, je crois, de l'Angola Libre, vers Makelekele. Ce n'est que, je crois, 2 ou 3 jours après qu'un des amis de Otansila qui avait assisté à la scène était allé informer aux parents. Et c'est là que les parents se sont rendus sur place pour s'enquérir de la situation. Et jusque-là, M. Otansila n'était pas notifié du motif de son arrestation. Ça, c'est déjà une violation qui a interpellé notre conscience. Et en plus, il est arrêté ici à Brazzaville. Nous savons que la juridiction au Congo est divisée par circonscription. Nous avons la circonscription judiciaire de Brazzaville. M. Otansila n'est pas présenté au procureur d'ici. Donc, tout de suite, c'est la police qui va le déléguer à Pointe-Noire, je ne sais pas par quel mécanisme ou par quel moyen. Et donc, on le transfère à Pointe-Noire, il se retrouve à la maison d'arrêt. La justice est un pouvoir au même titre que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais aujourd'hui, nous avons une justice qui est aux ordres de certaines personnalités ou je ne sais pas. Dans une des déclarations de l'Église catholique, elle a fait savoir que finalement, les Congolais n'avaient plus confiance au système électoral du Congo. Vous êtes d'avis? Nous sommes à 100%, j'allais dire à 1000% d'avis, en fait. Nous n'avons plus de système nous n'avons plus confiance, excusez-moi, à ce système. Les preuves, comme je vous ai dit, nous avons eu combien de dialogues dans ce pays? Et ce sont les mêmes problèmes qui ont été remis sur la table. Fichier électoral, établissement de la biométrie, tout ça, ça n'a jamais été réglé. Le découpage électoral pose problème. Ça veut dire que c'est une volonté manifeste du système en place pour que d'année en année, nous puissions revenir sur les mêmes erreurs. Il faudrait bien que nous puissions organiser les états généraux de la gouvernance électorale dans ce pays. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes bien dans votre émission On doit savoir, où j'ai le plaisir de recevoir de nouveau monsieur Franck Tshibinda, directeur exécutif de l'OCDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Au menu de ce numéro, l'affaire Otansila Guillard qui rebondit au niveau de la justice congolaise. Otansila, un ancien jeune du groupe Yambote, condamné par contumace à 5 ans de prison ferme dans l'affaire qui l'opposait à l'abbé Alain Louemba Makosso. Bonjour, monsieur Franck Tshibinda. Bonjour, monsieur Christian Perrin. En tout cas, merci d'être encore avec nous sur ce plateau. Nous allons également parler des élections législatives 2022 au Congo-Brazzaville, notamment le premier tour, dont les résultats sont désormais connus, bien que controversés. Bonjour, bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs qui venaient de nous rejoindre pour la première fois sur TLR TV. Soyez donc les bienvenus et vous avez fait un bon choix. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Franck Tshibinda, commençons par l'affaire Otansila Guillard. D'abord, le contexte. Comment vous vous êtes retrouvé dans ce dossier? Quand je dis vous, je parle bien entendu de l'OCDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Comment vous êtes retrouvé dans ce dossier? Okay, merci beaucoup pour la parole, M. Christian. L'OCDH, comme le nom l'indique, c'est bien l'Observatoire congolais des droits de l'homme. C'est donc une organisation de la société civile qui est bien implantée sur toute l'étendue du territoire congolais. Et nous avons le directeur exécutif qui est basé à Brazzaville et qui travaille de connivence avec des antennes qui sont implantées dans différents départements. Nous avons une antenne à Pointe-Noire, nous avons une antenne à Ouesso, nous avons une antenne à Dodizi et une autre à Owando. Ce sont donc ces antennes qui nous rapportent les informations
au niveau des départements. Et nous qui sommes ici à Brazzaville, nous faisons le monitoring sur place. Et donc, avec tout ce système de maillage, l'OCDH est suffisamment informé de tout ce qui se passe dans ce pays. Et donc, par le truchement de nos chefs d'antenne, qui sont tombés sur une information, notamment sur les réseaux sociaux, sur l'affaire Otin Sylla. Et donc, il y a eu en fait un cri d'alarme d'un membre de la famille qui a été lancé, rapportant le fait que Otin Sylla a été arbitrairement arrêté ici à Brazzaville et s'est retrouvé à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Alors, nous étant l'Observatoire congolais des droits de l'homme, dans nos missions en fait de défense et de promotion des droits humains, on ne pouvait pas rester indifférent face à cette situation-là. Et tout de suite, nous nous sommes dépêchés chez la famille Otin Sylla. Bien évidemment, nous avons mené des enquêtes en amont pour faire d'abord une idée sur l'adresse et puis rentrer en contact avec la famille. Et c'est donc en date du 30 mai dernier que personnellement, je me suis rendu avec une équipe sur place. Nous avons rencontré le père de M. Otin Sylla, M. Sylla, qui nous a expliqué la situation. Et donc, depuis le 30 mai, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes embarqués dans cette affaire parce que nous avons constaté des irrégularités dans la façon de faire, en fait. Alors, depuis là, il y a un procès qui a été, je crois, il y a une procédure qui est en cours, qui a démarré le 4 juillet 2022. Je crois que la dernière audience venait d'avoir lieu, je ne sais pas si c'est avant-hier ou hier, je n'ai pas bien la précision, mais ce que je sais, c'est que dans le jugement correctionnel, l'audience bien sûr, du mardi 29 décembre 2020, donc il y a 2 ans de cela, brandi par Maître Kalina Menga, au cours d'une de ses communications sur Ziana TV, il indiquait que Otin Sylla pouvait faire appel. Est-ce c'est de cet appel qu'il s'agit maintenant là, ou bien c'est une toute autre procédure? En fait, dans cette affaire, l'OCDH reproche en fait à la justice sa façon de faire. Effectivement, vous avez rappelé cette affaire, ce procès qui a eu antérieurement à ce qui se passe actuellement. Paraît-il, je le dis comme ça parce que nous n'étions pas là ou bien nous n'instruisions pas le dossier à cette époque-là. Monsieur Otin Sylla serait, je crois, condamné par contumace. Et donc, il était en fuite, d'après ce que j'avais appris, ici à Brazzaville. C'est donc ici que la police est venue le prendre, je crois 2 ans après, le ramener à Pointe-Noire pour qu'il aille purger sa peine. Ce n'est que normal, si vraiment il a été condamné en bonne et due forme. Mais ce qui interpelle notre conscience, l'intérêt de l'OCDH dans cette affaire, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, déjà condamner M. Otin Sylla par contumace, quelqu'un qui se retrouve ici à Brazzaville, par l'étranger, s'il vous plaît, et qui en plus travaillait à la télé ou à la radio, je crois à la Dior TV, je ne pense pas qu'une personne qui est en fuite puisse quand même accepter de s'exposer comme ça. Et donc, voilà comment la police va venir l'appréhender ici et l'envoyer à Pointe-Noire. Déjà, quand il est arrêté, il n'est pas notifié du motif de son arrestation. Ça, c'est déjà une violation. L'article, je crois, 11 de la Constitution est clair là-dessus. Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation, ce qui n'a pas été le cas. Donc, pour nous, c'est un enlèvement. On arrête M. Otin Sylla ici. Ses parents ne sont pas au courant. Il se retrouve au commissariat, je crois, de l'Angola libre, vers Makelekele. Ce n'est que, je crois, 2 ou 3 jours après qu'un des amis de Otin Sylla qui avait assisté à la scène était allé informer aux parents. Et c'est là que les parents se sont rendus sur place pour s'enquérir de la situation. Et jusque-là, M. Otin Sylla n'était pas notifié du motif de son arrestation.
Ça, c'est déjà une violation qui a interpellé notre conscience. Et en plus, il est arrêté ici à Brazzaville. Nous savons que la juridiction au Congo est divisée par circonscription. Nous avons la circonscription judiciaire de Brazzaville. Monsieur Otin Sylla n'est pas présenté au procureur d'ici. Donc, tout de suite, c'est la police qui va le déléguer à Pointe-Noire, je ne sais pas par quel mécanisme, par quel moyen. Et donc, on le transfère à Pointe-Noire, il se retrouve à la maison d'arrêt. Donc, vous voyez, en fait, c'est un enchaînement des irrégularités qui a poussé, en fait, l'OCDH à se saisir de cette affaire. La personne humaine est inviolable et nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Pour nous, c'est une arrestation arbitraire. Et donc, quand il se retrouve à Pointe-Noire, à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, c'est là que l'OCDH, en fait, a engagé un avocat pour que nous puissions, en fait, réclamer sa liberté. Monsieur Otin Sylla devrait être libre. Parce que s'il faut qu'on l'arrête, mais ce n'est pas dans ces conditions, en fait. Voilà, donc ce n'est pas, en fait, un appel. On l'a ramené à Pointe-Noire pour qu'il purge sa peine. Et nous avons intenté une action en justice pour réclamer sa libération. Mais lorsque vous intentez une action en justice pour réclamer à sa libération, comme vous le dites, à côté, il y a un jugement. Que devient ce jugement? C'est un jugement, comme on le dit en droit, c'est un jugement par défaut, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Otin Sylla n'a jamais été notifié de ce jugement-là. Il n'a jamais été notifié. Donc, il y a eu un procès, il y a eu un jugement par défaut qui a été rendu. Et voilà, c'est 2 ans après qu'on vient sortir cette affaire-là, que voilà, monsieur Otin Sylla, vous avez été condamné et tout, il y a 2 ans de cela, et vous étiez en fuite, ce qui n'est pas le cas. Mais pourtant, le jugement avait été, selon ce que Maître Kalina Menga disait, le jugement avait été rendu public, il avait été affiché, il avait même été inséré dans le journal La Semaine africaine. Bon, en tout cas, en ma connaissance, je sais que M. Otin Sylla, il est connu, hein, il y a son domicile qui était connu et tout, voilà. La preuve en est qu'on est venu le chercher chez lui quand les policiers sont venus l'arrêter, ce qui revient à dire que ce jugement lui devrait être notifié aussi directement, plutôt que de passer par les médias et tout, voilà. Et donc, c'est un jugement par défaut, comme on a dit tout à l'heure, et pour nous, c'est un jugement qui devrait normalement tomber depuis qu'on a engagé une procédure en opposition. Et là-dessus, le code, je crois, pénal est clair là-dessus, code de procédure pénale. Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ces dispositions, si de quelque manière que ce soit le prévenu forme opposition à son exécution. Et là, nous avons formé une opposition à l'exécution de ce jugement. Donc, tout de suite, ça devrait tomber, en fait. Et la procédure qui va avec devrait tomber. Parce que M. Otin Sylla n'a jamais été notifié de ce jugement-là. Et d'ailleurs, le motif pour lequel il est poursuivi, bon, quand vous voyez dans le fond, infondé. Vous dites que le motif est infondé, c'est-à-dire? Mais quand nous avons documenté cette affaire, nous avons appris que M. Otin Sylla est poursuivi pour diffamation à l'endroit de la personne de de l'abbé Lwemba Makosso. En fait, nous, ce n'est pas en fait la personne de M. Alain Lwemba Makosso qui nous intéresse. L'OCDH, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'intéresse beaucoup plus sur les questions de droit. Voilà, donc c'est un citoyen, ce sont les droits d'un citoyen qui sont en jeu, et donc nous devons intervenir. L'article 18 de la Constitution est clair là-dessus. Tout citoyen a droit en tout lieu à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Donc, même si aujourd'hui, M. Otin Sylla se trouve en prison, il a droit quand même à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Donc, nous, en fait, c'est le droit que nous voulons rétablir ici. Et donc, voilà, M. Otin Sylla est poursuivi pour diffamation parce qu'il a accepté, je crois, plutôt de témoigner contre un procès qui est engagé contre l'abbé Lwemba Makosso en France, un procès, je crois, intenté par M. Poussine Sangou. L'affaire, aujourd'hui, a défrayé la chronique. Et donc, nous sommes au courant de cette affaire-là.
Et c'est le fait, j'ai même le témoignage parce que j'étais rentré en contact avec M. Poussi Sango qui m'avait même envoyé le témoignage écrit en manuscrit. M. Otensila était prêt pour témoigner. Et donc, c'est pour ça qu'il est poursuivi. Mais moi, je pense que la personne qui devrait être poursuivie, c'est M. Poussi Sango parce que c'est lui qui a porté plainte contre Nabil Makosso. Est-ce qu'aujourd'hui, le tribunal ne reconnaît plus le droit au témoignage? Voilà, c'est un motif. Lorsque vous dites que c'est dans l'affaire entre Poussi Sango et l'abbé Lwemba Makosso que M. Otensila a témoigné, cela veut également dire que de l'autre côté de Paris, le procès est en cours, c'est cela? Le procès, la plainte a été déposée. La plainte a été déposée, oui. Je crois que jusque-là, le procès n'a toujours pas démarré parce que la personne poursuivie ne s'est jamais présentée, d'après les informations que nous avons. Mais le fait que M. Otensila s'était autorisé à envoyer, je crois, à M. Poussin Sango ce témoignage, je ne sais pas quel genre de lien qu'ils ont, mais j'espère que par rapport, en fait, je crois qu'ils ont pratiquement les mêmes problèmes, donc les mêmes griefs qu'ils reprochent à l'abbé Lwemba Makosso. Et donc, c'est pour ce témoignage qu'il est poursuivi aujourd'hui. Alors maintenant que vous avez relancé, donc, j'allais dire, enfin, s'il faut le dire comme ça, vous avez relancé le procès parce que ce n'est pas l'appel, vous avez dit, hein, là, vous avez contesté en réalité le jugement dont on fait état ici, ça veut dire que c'est une nouvelle procédure qui est engagée aujourd'hui. Ce n'est pas une nouvelle procédure. La procédure, elle est déjà là, en fait. Nous opposons simplement à l'exécution de cette décision. Qui, à votre niveau, est infondé, est incorrect, justement, est irrégulier. Justement, donc pour nous, la procédure n'a pas été bien suivie. Donc, depuis le début de cette émission, je suis en train de vous citer là les irrégularités que nous avons relevées dans le cadre de cette affaire. Et pour nous, Observatoire congolais des droits de l'homme, les choses ne devraient pas se passer de cette façon-là. Monsieur Otensila a le droit de témoigner contre l'abbé Lwemba Makosso. C'est un droit. C'est même un droit constitutionnel. Je vais vous citer l'article 25 qui est clair là-dessus. Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole ou par l'écrit ou par l'image. Donc, il est libre d'exprimer son opinion. Pour lui, ce que M. Poussin Sango reproche à l'abbé Lwemba Makosso est vrai, et donc lui, il voulait témoigner. Et donc, on peut parler de subornation de témoins, c'est ça? Effectivement, subordination des témoins, trafic d'influence. Alors, mais maintenant que la procédure est en cours, elle est publique ou bien à huis clos, c'est ça? La procédure, elle est publique. C'est vrai que l'avocat que nous avons engagé avait sollicité en huis clos dernièrement, mais la procédure est publique, en fait. L'affaire est publique. Il y a 2 avocats pour le compte de M. Otensila, dont un a été engagé par l'OCDH pour que les droits de M. Otensila soient respectés. Et notre avocat a plaidé en faveur de sa libération. Et plus encore, le parquet, pourtant, plutôt le procureur qui poursuit, est allé dans le même sens que la plaidoirie de la partie de la presse. Voyez-vous? Mais on n'a pas compris pourquoi, jusque-là, le juge refuse de le libérer. Alors que la défense a été bien fondée sur des dispositions qui sont claires, mais le juge refuse, on ne sait pas pour quelle raison. Et donc, du coup, ça nous pousse à penser qu'il y a des pesanteurs derrière cette affaire-là. Le droit, pourtant, il est clair. Monsieur Otensila n'a jamais fui. Donc, nous pensons que sous le fondement de l'article 424 que j'ai cité tout à l'heure, toute la procédure devrait tomber, en fait. Et à quel niveau êtes-vous maintenant, là? Et la dernière audience a eu lieu quand? La dernière audience a eu, je crois que c'était hier. Oui, c'était hier, il y avait audience. Mais bon, la mise en liberté nous a été refusée. On ne sait pas pour quelle raison. Alors, qu'espère donc l'OCDH pour avoir relancé cette affaire? C'est pour faire prévaloir le droit, la justice? Non, mais c'est en fait,
notre combat de tous les jours. Nous ne ménagerons aucun effort. Nous savons très bien qu'au Congo, la justice a des sérieux problèmes. Ce n'est pas d'ailleurs le seul cas que nous avons rencontré sur le terrain. Nous sommes souvent confrontés à ce genre de difficultés. Vous savez, aujourd'hui, la justice congolaise fait peur, en fait, par rapport à tout ce que nous constatons. Pourtant, c'est clair, la loi, elle est claire, elle est écrite en français facile, mais pour des raisons obscures dont nous n'avons aucune maîtrise, c'est les juges qui prennent des décisions en autorité. Mais l'OCDH, croyez-moi, M. Christian, ne va pas se laisser faire. Nous allons mener le plaidoyer au plus haut niveau pour que cette affaire, en fait, soit mise au clair. On ne peut pas permettre quand même que ceux qui sont censés protéger la loi, notamment les juges, et là, c'est aussi un pouvoir qui leur est reconnu, j'allais dire, par la Constitution. Ils sont donc, les juges, j'allais dire, sont les garants de la loi, de la justice. Mais curieusement, ce sont eux qui, permettez-moi l'expression, sèment le désordre dans ce pays. Et c'est dangereux, en fait. Le principe, la séparation des pouvoirs, Montesquieu a été clair là-dessus. La justice est un pouvoir, au même titre que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais aujourd'hui, nous avons une justice qui est aux ordres de certaines personnalités ou je ne sais pas. Et donc, vous avez l'impression qu'il y a des ayatollahs au Congo-Brazzaville, des hommes qui sont au-dessus de la loi, c'est ça? Eh bien, effectivement, c'est des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous rencontrons en fait. Le pouvoir judiciaire est le gardien des libertés individuelles. Et ça, ce que je dis là, c'est la Constitution qui le dit. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce que nous remarquons. Voilà, le parquet va dans le même sens que la défense. Curieusement, le juge refuse, alors que c'est le parquet qui poursuit. Mais finalement, qu'est-ce que le juge reproche à M. Otersila? Lui qui doit être impartial, en fait. Qu'est-ce qu'il reproche à M. Otersila dès lors que tous les arguments ont été mis sur la table et les arguments convaincants, fondés pour que M. Otersila soit libéré? Pour quelle raison il le retient en prison? En tout cas, la réponse viendra probablement après. Alors, parlons donc des législatives 2022 au Congo-Brazzaville, dont les résultats sont déjà connus, hein, les résultats du premier tour, bien entendu. Le premier tour, comme vous le savez, qui a eu lieu les 4 et 10 juillet dernier. Sur la toile circulent de nombreuses vidéos de cas de fraude incontestables. Quelle est votre réaction, de manière générale d'abord, sur ce scrutin? De manière générale, j'en ris parce que, à défaut de pleurer, hein, il y a de ces choses que nous vivons dans ce pays. On se demande si vraiment nous avons en face de nous des personnes responsables. Voilà, je ne sais pas. Déjà, en fait, l'appréciation de l'OCDH de manière générale, déjà sur le volet communication, l'OCDH n'avait déjà pas apprécié le fait qu'il y a eu une sélection qui a été faite en ce qui concerne les médias qui devraient couvrir les campagnes législatives et tout. Il y a eu une sélection, on ne sait pas sur la base de quoi. Donc, certains médias ont été retenus, d'autres non. Alors, l'OCDH, jusque-là, est en train de mener une réflexion sur ça. Et nous pensons que c'est déjà une façon de restreindre la liberté d'expression, en fait. Voilà, vous c'est certains médias ou des autres, sur quelle raison, on ne sait pas, sur quelle base. Et quant aux campagnes législatives en tant que telles, le CDH n'a rien inventé. Nous avons tous été témoins de ce qui a été dit, que ce soit au nord du pays, au sud, à l'est, tout comme à l'ouest. Les candidats, là encore, ont brillé par cet esprit de népotisme, cet esprit, j'allais dire, de bassesse, parce que c'est pas haut, hein, en fait, c'est des discours très bas, des discours à la limite xénophobes. Et
Et les résultats à proprement parler, c'est ça qui m'a fait rire tout au début de mon intervention. On est dans un pays où on a déclaré certaines personnes élues qui n'ont jamais été candidats. Et on se demande, voilà. Mais en fait, pour me résumer, l'OCDH a fait ce qu'on appelle par l'observation citoyenne. Fait partie de la plateforme Tournons la page. Et dans le cadre des activités, sinon des missions de cette plateforme, étant donné qu'on nous avait refusé des accréditations, et l'OCDH, avec bien d'autres organisations qui sont membres de la plateforme Tournons la page, a effectué ce qu'on appelle par l'observation citoyenne, c'est-à-dire des citoyens qui devraient aller voter étaient en même temps mandatés de faire une observation sur place, d'observer des irrégularités qu'ils nous ont rapportées aussi. Et en dehors de ça, il y a aussi des citoyens qui, quand on n'avait pas de carte d'électeur, qui ne pouvaient pas aussi aller voter, mais qui sont restés dans les parages des bureaux de vote pour observer un peu l'ambiance qui y régnait. Et donc, nous avons tiré des conclusions par rapport à ce qui a été constaté sur le terrain. Et donc, il y a eu même des recommandations. Dernièrement, la plateforme Tournons la page a organisé une conférence de presse. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. Alors, la plus importante pour moi, que je vais rappeler ici, c'est celle d'organiser en fait les états généraux de la gouvernance électorale. Parce que nous avons compris que, en tout cas dans ce domaine, le Congo n'avance pas. Vraiment, à chaque élection, c'est des manquements graves qu'on observe. Et à cette allure, je pense que c'est le pire en fait qui nous attend. C'est le pire qui nous attend. Donc, en fait, l'appréciation de l'OCDH est vraiment mitigée. Nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont les choses ont été menées, que ce soit du côté de la CNEI ou du côté du Conseil supérieur de la liberté de la presse. Quelle analyse faites-vous donc des résultats qui ont été publiés, dont le Parti congolais du travail, le parti au pouvoir, aujourd'hui se retrouve avec 103 députés sur les 151 que compte l'Assemblée nationale. Le RDPS qui jadis contrôlait le Kwilu et le Pointe-Noire se retrouve avec 2 députés, bien que c'est le premier tour. L'UPADS, un parti qui a été au pouvoir d'ailleurs, avec un président, l'unique et le premier qui avait été élu démocratiquement au Congo-Brazzaville, se retrouve aujourd'hui avec 4 députés et l'UDH-UKI, dont le défunt leader, président de ce parti, était en tête d'ailleurs lors de l'élection présidentielle de 2016, aujourd'hui se retrouve avec 2 députés et le MCDDI 0 député. Quelle analyse faites-vous de ce genre de résultats? Quelqu'un avait dit dans ce monde qu'on ne prépare jamais une élection pour la perdre. Et donc, rien ne nous surprend que le parti au pouvoir ait raflé toutes les places. Et ben voilà, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. On s'y attendait. Voilà, comme toujours, c'est des députés, comme on le dit depuis un moment, c'est des députés nommés. Voilà. Et donc, ça ne nous surprend pas. On va continuer ainsi. Voilà pourquoi nous avons demandé qu'on organise en fait les états généraux de la gouvernance électorale. Parce qu'à cette allure-là, on va aller de mal en pire et après, bon, rien ne va changer. Donc, depuis des années, des élections se font sur la base du même fichier électoral qui n'a jamais été révisé de fond en comble. Et le découpage électoral dans notre pays pose problème depuis des lustres, malgré les différents dialogues qui ont été organisés. Alors, ben bon, vraiment, ça ne nous a pas surpris. Cela ne vous a pas surpris, mais on peut désormais commencer à réfléchir sur analyser les messages qui sont envoyés à partir de ces résultats. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Tout à l'heure, en répondant, vous avez d'ailleurs fait état de ce qu'un député a été en fait
quelqu'un a été déclaré, non élu, mais qui ne figurait pas sur les bulletins, donc qui n'était pas en réalité sur la liste des candidats. C'est monsieur le maire de Mossenjo qui le révèle d'ailleurs à travers une note que je vais me permettre d'ailleurs de lire pour mieux comprendre la situation. La note date donc du 18 juillet 2022. Je vais lire donc ce que dit monsieur le maire de Mossenjo au préfet du département du Niari, c'est d'Olizy bien entendu. Objet à résultat de l'élection locale. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les résultats de l'élection locale à scrutin des 4 et 10 juillet 2022 à l'arrondissement 1 Boili de la commune de Mossenjo, publiés par le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, sont contraires à ceux sortis des bureaux de vote. Le candidat indépendant réellement élu est M. Demousson et non M. Moukimi Bibene, qui n'était même pas sur le bulletin de vote des candidats. Je vous prie d'agréer, monsieur le préfet, l'expression de ma différente considération. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, est-ce qu'on peut parler d'une erreur, d'un égarement, ou c'est comme le diraient les autres, que finalement au Congo-Brazzaville, les résultats sont conçus, c'est-à-dire les résultats des élections sont conçus bien avant l'organisation même des scrutins? Non, mais Christian, vous savez, on dit souvent que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Moi, je vous dis que ce maire, en fait, n'en pouvait plus. Voilà, c'en était trop. Donc, du coup, parce que ce qui est sûr, hein, il sait Et à que quoi c'était trop flagrant aussi. justement, il sait à quoi il va s'attendre. Parce que ce qu'il vient de faire, pourtant, c'est clair. Il veut à ce que la vérité soit rétablie. Mais ne soyons pas surpris que 2 mois après-demain, vous apprenez qu'il a été relevé. Tout simplement parce qu'il a osé voilà, dire la vérité. Donc, du coup, c'est clair, quelqu'un qui n'a même pas été, son nom n'a pas été dans les bulletins de vote, mais son nom, il est élu. Comment on peut comprendre ça, en fait? Même dans les rêves les plus fous, je me demande même quel est le sentiment, en fait, de ce monsieur Moukimi Bibene qui vient d'être déclaré élu. Ben, ça n'a pas de sens, en fait. Et donc, je pense que, effectivement, c'est une affaire, aujourd'hui les gens en rient, mais moi je pense que c'est grave en fait. C'est grave. Et en tant qu'organisation de la société civile, nous allons aussi enquêter, mener des enquêtes et voilà, voir comment, d'abord chercher à connaître comment ça s'est passé et tout, et puis bon, voir quelles sont les actions que nous pouvons mener, parce qu'on ne peut pas quand même accepter qu'une personne qui n'a jamais été je dis ça comme ça, candidat, et puis voilà, qui se retrouve à représenter le peuple au niveau du Parlement. Je pense que c'est des problèmes que nous devons, en tant que citoyens aussi, on peut contester cela. Il y a des recours à faire, ben voilà. Donc, Monsieur Pierre Makélé, que je salue en passant, je salue son courage parce que c'est des choses dont nous vivons pratiquement tous les jours dans ce pays, mais lui, il a quand même osé dénoncer cela. Et donc, je pense que nous devons l'appuyer dans ce sens-là afin que la vérité des urnes soit rétablie. Ce sont des ignominies qu'on ne va pas quand même laisser passer. C'en est trop maintenant, mais voilà. Évidemment, c'en est trop, c'est vous qui l'avez dit. Alors, on va terminer par probablement une dernière question. L'Église catholique, dans une des déclarations de l'Église catholique, elle a fait savoir que finalement, les Congolais n'avaient plus confiance au système électoral du Congo. Vous êtes d'avis? Nous sommes à 100%, j'allais dire à 1000% d'avis, en fait. Nous n'avons plus de système nous n'avons plus confiance, excusez-moi, à ce système. Les preuves, comme je vous ai dit, nous avons eu combien de dialogues dans ce pays? Et ce sont les mêmes problèmes qui ont été remis sur la table. Fichier électoral, l'établissement de la biométrie, tout ça, ça n'a jamais été réglé. Le découpage électoral pose problème. Ça veut dire que c'est une volonté manifeste du système en place pour que d'année en année, nous puissions revenir sur les mêmes erreurs. Et voilà pourquoi nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous recommandons, et moi je pense que nous allons appuyer là-dessus pour que cette affaire-là ne passe pas sans pourtant que
les autorités ne puissent jeter, j'allais dire, un intérêt particulier. Il faudrait bien que nous puissions organiser les états généraux de la gouvernance électorale dans ce pays. Sinon, c'est des mêmes faiblesses, des mêmes problèmes qui vont revenir et c'est des générations aussi qui vont continuer aussi à subir les problèmes-là. Nous qui avons été petits, ce même système, on est plongé dedans. Aujourd'hui, on a grandi, on est toujours le même système, mais tant qu'on ne change pas les choses, moi, je pense que rien ne va s'améliorer dans ce pays-là. Et donc, l'Église catholique a raison. Ce n'est pas aussi seulement une observation de l'Église catholique. La société civile également a fait cette observation. Et même les citoyens lambda aussi en savent quelque chose. En tout cas, merci à M. Franck Tibinda d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'OCDH, Observatoire congolais des droits de l'homme. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir consacré tout ce temps pour nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore suivis. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur TDR TV. On se dit donc à très bientôt et on se retrouve très prochainement.